suis Martin Liederman, cofondateur de l'organisation One World, One Vision. Il y a plus de 10 ans, mon associé et moi-même, lors d'une mission chirurgicale au Belize, avons fondé One World, One Vision afin de former des ophtalmologistes locaux et d'étendre ainsi notre champ d'action. Nous avons réussi et depuis, notre organisation s'est rendue dans de nombreux pays et a démontré le succès de nos idées. Nous avons ajouté des anesthésistes et des intensivistes pédiatriques à la mission afin de former des médecins locaux et de rendre l'expérience chirurgicale de nos patients plus sûre. Depuis, nous avons réalisé que le paradigme d'un patient, d'un étudiant et d'un chirurgien, bien qu'efficace, ne pouvait pas répondre aux besoins. Des dizaines de millions d'enfants et d'adultes souffrent de strabisme et d'amblyopie. Nous avons donc décidé de soutenir et de promouvoir un cours vidéo sur le strabisme et l'amblyopie et avons demandé au Dr Bert Kouchner d'élaborer un programme d'études et de recruter des experts internationaux pour donner des conférences. Nous avons demandé que le cours soit traduit en plusieurs langues et distribué gratuitement dans le monde entier aux chirurgiens ophtalmologistes. Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos anciens patients et amis qui ont apporté le soutien financier nécessaire pour que notre rêve devienne réalité. Nous sommes ravis que le Dr Kouchner ait accepté de relever le défi et nous espérons que vous trouverez les conférences à la fois stimulantes et éducatives et que vous les partagerez avec vos collègues et vos étudiants. Ainsi, sans plus attendre, je vous présente le Dr Bert Kouchner. Je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs pour cette conférence sur le strabisme vertical dans le cadre du cours complet sur le strabisme « Un monde, une vision ». Je suis Bert Kouchner et je vais présenter la conférence d'aujourd'hui. Si vous êtes nouveau dans cette série de conférences, je suis heureux que vous nous rejoigniez. Si vous êtes un habitué, bienvenue. Le strabisme vertical est certainement intéressant et stimulant. Je me souviens d'avoir parlé à un ophtalmologiste, il y a de nombreuses années, qui m'a dit que si les yeux étaient mal alignés vers l'intérieur ou vers l'extérieur, il pouvait s'en occuper. Mais s'il s'agissait d'un problème vertical, il l'adressait à un spécialiste. Il s'agit certainement d'un sujet sur lequel nous voulons en savoir plus. Aujourd'hui, je vais vous parler du strabisme vertical, à la fois en termes de diagnostic et du traitement. Je vais commencer par le diagnostic. Je vais commencer par cette vidéo qui m'a vraiment intéressé à ce sujet. Il y a de nombreuses années, cela remonte aux années 70, j'étais en train d'opérer et j'ai entendu dire qu'un professeur très connu de l'université était aux urgences. Il avait eu un accident de voiture et voyait double. J'ai envoyé mon résident pour qu'il jette un coup d'œil et me donne un aperçu. Il est revenu et a dit que le patient avait une paralysie de l'oblique supérieur gauche. Voyons cela de plus près. Cet homme a développé une double vision après un accident de voiture. Il présente une hypertropie gauche qui augmente dans le regard à droite. Elle augmente également lors de l'inclinaison gauche de la tête, ce qui répond aux critères en 3 étapes d'une paralysie de l'oblique supérieur gauche. En fait, il présente une fracture du plancher orbitaire à l'œil droit et fixe l'œil droit en raison d'une légère amblyopie de l'œil gauche. Il s'agit donc, si vous voulez, d'un patient index qui m'a amené à m'intéresser au sujet des erreurs dans le test en 3 étapes. Nous connaissons tous les tests en 3 étapes, nous nous y fions et, à mon avis, nous nous y fions souvent plus que nous ne le devrions. Voyez-vous, le test en 3 étapes repose sur l'hypothèse d'une paralysie d'un muscle vertical. Or, il existe de nombreuses autres causes de strabisme vertical. C'est le premier exemple, une restriction d'un autre muscle, dans ce cas, le muscle droit inférieur contralatéral.
Il s'agit d'une atteinte musculaire multiple. Jetons un coup d'œil. Voici les mesures de ce qui semble être une paralysie classique de l'oblique supérieur droit. Un hyperdroit. Il augmente avec le regard à gauche et l'inclinaison de la tête à droite. Mais si nous ajoutons des mesures non prévues par le test en 3 étapes, des mesures dans les champs obliques, et que nous mesurons également la torsion, nous voyons que en haut et à droite, en haut et à gauche sur votre écran, il y a une hypertropie gauche. Et bien sûr, si un patient avec une hyperdroite dans la plupart des champs du regard a une hypertropie gauche dans n'importe quel champ du regard ou lors de l'inclinaison de la tête, nous devons avoir affaire à quelque chose d'autre qu'une paralysie d'un muscle. Ce patient a une paralysie bilatérale asymétrique de l'oblique supérieur. Et les mesures ajoutées de torsion, 17 degrés au total dans ce cas, indiquent que nous avons affaire à quelque chose de plus qu'une paralysie unilatérale de l'oblique supérieur. Le test en 3 étapes suppose qu'un seul muscle est impliqué. Chirurgie antérieure. Si l'implication de plusieurs muscles peut entraîner des erreurs dans le test en 3 étapes, une intervention chirurgicale antérieure peut également en être la cause, car nous avons maintenant affaire à d'autres muscles affaiblis de manière iatrogène, ou peut-être à d'autres muscles contractés, et cela va également nous donner un diagnostic erroné. En cas de chirurgie verticale antérieure, le test en 3 étapes n'est pas du tout utile. DVD. Je tiens à préciser, entre parenthèses, qu'une partie de la série fera l'objet d'une conférence totalement distincte sur la DVD, qui couvrira en profondeur la prise en charge de cette pathologie. Mais je vais parler un peu des critères de diagnostic. Classiquement, la DVD se comporte à l'opposé de la paralysie de l'oblique supérieur. En d'autres termes, voici un patient qui présente un hypergauche dû une DVD. Elle augmente dans le regard à droite, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à gauche. Mais contrairement à une paralysie de l'oblique supérieur, elle augmente classiquement sur l'inclinaison contralatérale plutôt que sur l'inclinaison ipsilatérale. Nous en parlerons plus en détail un peu plus tard dans le cours. DVD sur l'inclinaison de la tête, c'est le schéma classique que je viens de décrire. Chez cette femme, la DVD est plus importante dans l'œil gauche que dans l'œil droit. Elle présente la réaction classique à l'inclinaison de la tête. Sa DVD droite augmente avec l'inclinaison gauche de la tête et sa DVD gauche augmente lors de l'inclinaison de la tête à droite. Dans une étude prospective, nous avons observé que les patients atteints de DVD comportaient ainsi durant l'inclinaison de la tête. 19% ont un comportement atypique. En d'autres termes, la DVD augmentait lors de l'inclinaison ipsilatérale et 24% n'ont eu aucun changement lors de l'inclinaison de la tête, soit qu'ils ont augmenté lors de l'inclinaison ipsilatérale et contralatérale de la tête. C'est intéressant. C'est un garçon démontrant le modèle atypique. Il s'agit donc d'une DVD gauche, plus petite, DVD droite, et sa DVD gauche augmente avec l'inclinaison de la tête à gauche et la droite sur l'inclinaison de la tête à droite. Skew deviation. Une skew déviation peut entraîner des résultats erronés lors d'un test en 3 étapes, un test d'inclinaison de la tête positif et une interprétation erronée si vous vous fiez au test en 3 étapes. Pensez à l'asymétrie de torsion que vous observez qui ne correspond pas au schéma de strabisme que vous voyez
Agnès Wong, bien sûr, nous a donné le test d'inclinaison de la tête en décubitus dorsal. En cas d'EDSCU, l'hyper diminue considérablement lorsqu'elle est mesurée en décubitus dorsal. Ce point sera également abordé dans une autre conférence de cette série. La myasthénie. La myasthénie peut imiter n'importe quel schéma. Et bien sûr, cela inclut la paralysie du muscle oblique supérieur. D'un point de vue technique, si la myasthénie provoque une paralysie du muscle oblique supérieur, il s'agit bien d'une paralysie du muscle oblique supérieur. Mais le vrai diagnostic est celui de la myasthénie grave. Et le fait de s'appuyer sur le test en 3 étapes vous donnera une option de traitement et une évolution clinique erronée. C'est une chose qui n'est pas très connue. De nombreux patients atteints de strabisme horizontal présentent de très petites déviations verticales. Si vous faites un test d'inclinaison de la tête et que vous appliquez le test en 3 étapes, vous pouvez constater qu'ils ont un Bielchowski positif et vous pouvez vous retrouver avec un diagnostic en 3 étapes pour une paralysie musculaire qui n'est pas en fait le cas. Cette situation a été décrite par Sally Moore et Ricky Cohen. Regardons la diapositive du haut des 2 diapositives sur votre gauche. Il s'agit d'un patient souffrant d'ésotropie. Il s'agit d'un cas hypothétique. Disons qu'il n'y a pas de paralysie d'un muscle vertical. Lorsque l'œil est ésotrope, l'œil droit est ésotrope. Le champ d'action vertical de l'oblique supérieur de l'œil droit est plus important que le droit supérieur. Ainsi, lors d'une inclinaison de la tête vers la droite, avec une innervation normale de ces 2 muscles, vous obtiendrez plus de force vectorielle verticale de la part de l'oblique supérieur et il y aura un décalage hyporelatif. Alors que si l'œil était exotropique, ce que l'on voit dans le dessin du bas, il est plus dans le champ du droit supérieur. En cas d'inclinaison ipsilatérale de la tête, vous obtiendrez une augmentation de l'hyper, car le vecteur de force verticale du droit supérieur l'emportera sur le vecteur de force de l'oblique supérieur pour la dépression. On sait également que le test en 3 étapes est imprécis. Notoirement dans les paralysies du droit vertical. Pourquoi? R. Jampolsky a souligné que l'oblique inférieur ne peut à lui seul élever l'œil au-dessus de la ligne médiane, et l'oblique supérieur ne peut à lui seul déprimer l'œil en dessous de la ligne médiane. Or, ces 2 actions seraient requises par un test en 3 étapes dans le cas d'une paralysie du droit vertical. Voici une vidéo qui m'a été prêtée par R. Jampolsky et elle illustre le fait que l'oblique inférieur ne peut pas élever l'œil au-dessus de la ligne médiane s'il agit seul. Cette vidéo montre une personne opérée d'un strabisme sous anesthésie topique. La tête est en haut de l'écran. Les saccades verticales sont normales. Le muscle droit supérieur est désinséré de la manière habituelle. Les tests montrent que le muscle droit supérieur est complètement détaché du globe. Par la suite, l'œil peut effectuer des saccades rapides depuis le bas jusqu'à la ligne médiane, mais ne peut pas s'élever au-dessus de la ligne médiane. Cette vidéo m'a été prêtée avec les compliments du regretté et grand R. Jampolsky. Le test en 3 étapes est également inexact dans le cas d'hyperaction musculaire verticale. Là encore, le test en 3 étapes suppose qu'il s'agit d'une paralysie. Regardons cette fille. Ce que vous allez voir, c'est un muscle rectus supérieur gauche, du muscle droit supérieur gauche. Elle a développé la contracture typique et un gonflement du muscle après une injection de Marcan autour de l'œil. La contracture a été confirmée par l'imagerie et elle a un muscle droit supérieur gauche hyperactif.
Nous allons maintenant passer à la terminologie et au diagnostic. Regardez cette image. S'agit-il d'un muscle oblique inférieur droit hyperactif? Eh bien, le terme oblique inférieur hyperactif implique une étiologie. Et en fait, il y a de nombreuses situations qui peuvent causer ce schéma que nous observons, cette apparence, et il serait préférable de parler d'élévation excessive dans ce cas, ou de dépression excessive en adduction, plutôt que de dire que le muscle oblique agit de façon excessive. Voyons quelques exemples. Surélévation en adduction. Cette jeune fille était asymptomatique, mais un examen de routine a révélé qu'elle présentait un trouble de la motilité impressionnant. Il y a un schéma en X avec des images qui montrent chaque œil avec une élévation en adduction. Cela ressemble à une hyperaction de l'oblique inférieur. Cependant, en dépit de cette apparente hyperaction significative du muscle oblique inférieur, il n'y a pas de sous-action de l'oblique supérieur, pas d'élévation dans le regard horizontal direct et pas de torsion au fond d'œil. Il s'agit d'une pseudo-hyperaction de l'oblique inférieur. Cette image est probablement causée par une innervation aberrante des muscles. Elle peut également être causée par une hétérotopie de la poulie. Le film que vous venez de voir est le cas index de cette entité. Je l'ai diagnostiquée pour la première fois lorsqu'elle avait 6 ans. Je l'ai vue il y a quelques semaines. Elle travaille dans mon hôpital. Elle a maintenant 38 ans et n'a jamais décompensé sa motilité. Elle n'a jamais eu besoin de faire quoi que ce soit pour cela. Elle est tout à fait stable. Ce qu'il faut retenir, c'est que même si cela ressemble fortement à une hyperaction de l'oblique inférieur, l'affaiblissement des muscles obliques inférieurs ne résout absolument pas ce problème. Le syndrome d'anti-élévation. Il s'agit du cas index de cette condition. Lorsqu'elle est observée en élévation et dans le regard latéral, cette jeune fille semble présenter une hyperaction de l'oblique inférieur. En fait, elle souffre d'un syndrome bilatéral d'anti-élévation. Lorsqu'elle était enfant, elle a subi une transposition antérieure bilatérale de l'oblique inférieur, les plaçant en avant de l'insertion du droit inférieur, ce qui ressemble à une hyperaction de l'oblique inférieur est une surélévation due à une contrainte de fixation. L'œil en abduction a une limitation de l'élévation en abduction. Ce dessin, réalisé avec l'aimable autorisation de Dave Stager Sr., illustre ce qui se passe avec l'oblique inférieur et qui provoque le syndrome d'anti-élévation. Voici le dessin d'un oblique inférieur ayant subi une transposition antérieure, le plaçant en avant de l'insertion du droit inférieur, ce dont j'en profite pour passer la mise en garde de ne pas faire. Si vous regardez le point d'inflexion de l'oblique inférieur, vous voyez le faisceau neurovasculaire attaché. Il s'agit en fait du point d'insertion fonctionnel pour le muscle, et vous pouvez voir que si l'œil est légèrement en abduction, l'oblique inférieur transposé sera un dépresseur complet. Ou, puisqu'il innervait lors d'une tentative d'élévation, je préfère le terme d'anti-élévateur. Le syndrome d'anti-élévation survient probablement le plus souvent lorsque le muscle oblique inférieur est placé en avant de l'insertion du droit inférieur. Mais on pense aussi que c'est une fonction de l'écartement du coin temporal postérieur du muscle oblique inférieur. On a longtemps dit qu'il fallait simplement regrouper le bout du muscle, presque l'insérer en un seul point. Il y a quelques années, j'ai opté pour la procédure décrite dans ce dessin. Je fixe l'angle nasal antérieur de l'oblique inférieur, juste à côté du muscle droit inférieur, et je laisse le coin postérieur s'accrocher à l'endroit où il veut aller. Je n'ai jamais eu de cas de syndrome d'anti-élévation dans lequel j'ai utilisé cette technique
Malheureusement, il y a un compromis. Trouver un juste équilibre entre une intervention moins abrasive pour la DVD reste primordial. Avec plus de chances d'avoir un syndrome anti-élévation. Et inversement, plus vous évitez le syndrome anti-élévation, plus vous affaiblissez l'effet de la procédure sur la DVD. Le syndrome de Duane peut présenter un schéma qui peut ressembler à un oblique inférieur en hyperactivité, alors que ce n'est pas le cas. Cela fait partie du syndrome de Duane. Regardons cette vidéo. Dans le regard gauche, on a l'impression que l'oblique inférieur droit est hyperactif. En fait, cette fille souffre du syndrome de Duane au niveau de l'œil droit. L'abduction de l'œil droit est limitée et sur l'adduction au-dessus de la ligne médiane, il y a une remontée. Et lors d'une tentative d'adduction en dessous de la ligne médiane, on observe une descente de l'œil droit. Lors de l'adduction, on observe une rétraction classique du globe. Les problèmes complets peuvent entraîner une surélévation ou une dépression de l'adduction. Voici une image composée d'un adolescent qui a développé assez rapidement une hypotropie gauche ou une hypertropie droite, selon l'œil qu'il fixe dans le regard gauche. L'image montre qu'il fixe avec son œil droit, mais lorsqu'il fixe avec son œil gauche dans le regard gauche, il y a apparence d'un oblique inférieur droit hyperactif. Ce phénomène est dû à l'hétérotopie de la poulie. Vous pouvez voir sur l'image en bas de l'écran, en bas à droite, que son droit latéral gauche est infraplacé par rapport au droit latéral normalement positionné à l'œil droit. Nous avons parlé un peu de la DVD. La DVD peut imiter un oblique inférieur hyperactif parce qu'il tend souvent, mais pas toujours, à augmenter en adduction. On dit que c'est en partie parce que le nez agit comme un écran. Je ne suis pas sûr que ce soit la raison, mais il y a des différences certaines et nous allons les examiner. Ce garçon présente une surélévation de l'un des deux yeux lors de l'adduction. Le test à l'écran dans le regard latéral ne montre pas d'hypotropie de l'œil en abduction. Cette surélévation est due à la DVD. Comparez cette situation à celle de ce garçon. Il présente une DVD dans le regard primaire. Il présente également une surélévation de l'un des deux yeux lors de l'adduction. Cependant, chez cet enfant, le test de l'écran dans le regard latéral montre une vraie hypotropie de l'œil en abduction. Ce garçon présente une véritable hyperaction de l'oblique inférieur coexistant avec une DVD. Il y a donc un point de diagnostic très important pour différencier la DVD de l'hyperaction de l'oblique inférieur. Regard en adduction. Y a-t-il une hypotropie sur le test d'écran alterné de l'œil en abduction? Si oui, cela indique une hyperaction de l'oblique inférieur. Sinon, il s'agit d'une DVD pure. Il s'agit d'une image montrant une personne qui présente une surélévation en adduction, mais qui, lorsqu'elle est observée derrière l'écran, présente une hypertropie de l'œil droit plutôt qu'une hypotropie. La torsion doit être évaluée dans le cadre de l'évaluation du strabisme vertical. Je vais vous parler brièvement de la mesure de la torsion. Il y aura un cours séparé sur la torsion dans le cadre de cette série. Il existe deux principaux moyens de mesurer la torsion. Deux types de torsion, si vous voulez. Il y a la torsion objective, qui correspond à une rotation anatomique de l'œil telle qu'elle est vue au fond d'œil, et la subjective, qui est une question d'évaluation de ce que le patient perçoit.
Si vous regardez l'image de droite, vous verrez que la fovea est située entre ces deux lignes imaginaires, l'une au niveau de la base du nerf optique et l'autre à la jonction du tiers inférieur et des deux tiers supérieurs, et la fovea se trouve juste entre les deux. Cela signifie que la fovea peut normalement se situer dans une fourchette d'environ 8 ou 9 degrés. La torsion objective, qui peut n'avoir aucune corrélation avec ce que perçoit le patient, permet de mieux identifier l'œil qui présente un problème. Ces images sur votre droite, en haut à droite, montrent une excyclotropie marquée. La fovea se trouve bien en dessous du rebord inférieur du disque et la photo du bas à droite montre une encyclotropie. La fovea est bien au-dessus de la ligne imaginaire qui relie le tiers inférieur et les deux tiers supérieurs du nerf optique. La torsion subjective est typiquement évaluée avec les bâtonnets de Maddox. Classiquement, il s'agit du test des doubles bâtonnets de Maddox et il est classiquement conseillé d'utiliser une baguette de Maddox rouge et une baguette de Maddox blanche. Une très belle étude réalisée par Simmons, Arnoldi et Brown dans le cadre de l'étude de Brown a démontré qu'il est probablement préférable d'utiliser deux tiges de... Le cerveau a tendance à normaliser subjectivement l'orientation de la ligne vue par l'œil qui a un bâtonnet de Maddox blanc devant lui. Ainsi, le test du double bâtonnet de Maddox, en particulier si vous le faites avec un blanc et un rouge, est moins précis que la torsion objective pour l'identification de l'œil qui a une torsion. Mais c'est le moyen de déterminer si des symptômes sont présents et nécessitent un traitement. Enfin, je dirais que si vous avez un double test de Maddox qui montre une excyclotorsion bilatérale, je dirais que les résultats réels du test peuvent simplement indiquer la torsion totale entre les deux yeux et être moins significatifs pour déterminer la part d'un œil par rapport à l'autre en raison d'une tendance à normaliser l'orientation de la ligne devant l'œil dominant. Si jamais vous avez un patient avec une vision inégale, considérez toujours la possibilité d'une fixation avec l'œil parésien. Il s'agit d'une paralysie de l'oblique supérieur droit chez un patient souffrant d'une amblyopie dense dans l'œil gauche et elle fixe avec l'œil droit. Nous avons donc une hypo ou une hypergauche plus importante dans le regard gauche et nous verrons ce que cela donne lors de l'inclinaison de la tête. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'œil tombé. Et il faut y penser lorsqu'un patient a une vision si inégale au point de ne pas voir le monde autour. Une vision inégale au point qu'il ne serait pas enclin à fixer l'un de ses deux yeux. J'ai vu cela chez des patients atteints du syndrome de Duane, du syndrome de Brown, la maladie thyroïdienne orbitaire et de déficit d'élévation monoculaire. C'est donc quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Lorsque nous opérons et que nous avons affaire à un problème vertical, les tests de duction forcée exagérée de Dave Guyton sont essentiels. Dave m'a généreusement prêté cette vidéo. Il s'agit en fait de la vidéo dans laquelle il a présenté ce test au public de la APOS il y a quelques années. Je dirais que ce test est également abordé dans la conférence sur les réopérations du strabisme, mais il est pertinent dans les deux cas. Je l'ai donc inclus ici. Nous allons voir l'œil gauche d'un patient vu du dessus. Les mouvements forcés horizontaux habituels sont normaux. Pour tester la restriction torsionnelle, il est utile d'enfoncer le globe, ce qui met les muscles obliques sous tension. Les ductions forcées rotatoires peuvent être effectuées de cette manière pour rechercher une restriction de torsion, rechercher la symétrie. Pour tester la tension des muscles obliques,
Saisissez l'œil à 3 et 9 heures. Pour l'oblique supérieur, poussez la force nasale vers le haut, dans le cadran nasal supérieur, et faites basculer l'œil dans le sens temporel. Vous pouvez voir et sentir l'œil sur le tendon de l'oblique supérieur. Pour l'oblique inférieur, faites de même dans le cadran nasal inférieur. Cette tension est normale. Nous allons maintenant observer un patient présentant une hyperaction du muscle oblique supérieur dans un schéma. Quand on teste l'oblique supérieur, vous pouvez voir cette marque, 3 plus restriction, lorsque l'œil roule sur l'oblique supérieur tendu. L'oblique inférieur est normal. Regardez l'œil qui vient de passer sur l'oblique supérieur. Des ténotomies bilatérales de l'oblique supérieur ont été réalisées et la manœuvre a été répétée. L'œil bouge maintenant librement lors du test de l'oblique supérieur, ce qui indique que la ténotomie était complète. Cette vidéo montre donc la façon dont Dave Guyton a initialement décrit ce test. Comme d'autres, j'utilise maintenant une seule force dans le cadran nasal supérieur ou inférieur. Je pense que cela donne les mêmes informations et que c'est un peu plus doux pour l'œil. Nous avons donc couvert un grand nombre d'aspects du diagnostic. Je vais parler du traitement du strabisme vertical. Je veux approfondir le traitement de la paralysie de l'oblique supérieur et certains principes généraux pour d'autres types d'affections verticales. Lorsque je choisis un plan chirurgical, ma première pensée est que je dois fixer la position primaire et en second lieu le regard vers le bas parce que c'est la position de lecture. Vous voulez choisir des muscles pour lesquels ce que vous faites, les affaiblissez ou les renforcez, correspondra au modèle. Ainsi, vous obtenez la correction la plus importante dans le champ de vision dont vous avez le plus besoin. Vous devez tenir compte de la torsion dans votre plan chirurgical. J'ajouterai également qu'il est souvent possible d'affaiblir les muscles couples, sauf si le muscle parétique est vraiment paralytique, -3 à -4. S'il est à -4, l'affaiblissement d'un couple ne vous apportera probablement pas beaucoup d'avantages. En décrivant mon approche de la paralysie du 4e nerf, j'aimerais ajouter cet aphorisme: il y a de nombreux chemins qui mènent à l'orthophorie. Il s'agit simplement de l'approche qui a le mieux fonctionné pour moi. Il existe de nombreux schémas dans la littérature. J'aime celui-ci, et c'est bien sûr la raison pour laquelle je l'utilise. J'espère que vous le trouverez utile et simple. Ainsi, cette grille que je vais vous montrer représente toute une hypothétique paralysie du 4e nerf droit. La première question que je me pose est donc: est-ce que j'ai affaire à ce qui devrait être une intervention sur 1 ou 2 muscles? Il est rare que l'on ait besoin de 3 muscles dans l'approche initiale. Et ce qui détermine cela pour moi, c'est la taille de la déviation primaire. Car avant tout, je ne veux pas surcorriger un patient atteint d'une paralysie du 4e nerf en première intention, car il sera diplopique et malheureux. Mon seuil se situe à environ 15 dioptries prismatiques. Si la déviation est inférieure à 15 dioptries en primaire, indépendamment du regard latéral, en primaire, il s'agit pour moi d'une procédure à un seul muscle. Si elle est de 15 ou plus, je vais probablement faire une procédure à 2 muscles. La seule mise en garde est que s'il s'agit d'un patient dont l'âge et la coopération me permettent d'effectuer des sutures ajustables, je peux abaisser le seuil à environ 12 dioptries prismatiques, en particulier si la déviation du regard latéral est très importante. Donc, disons que nous avons affaire à un cas monomusculaire, moins de 15 en primaire, et les 3 plus en haut et à droite montrent que la déviation se fait vers le haut et vers la gauche du patient. Votre droite montre que la déviation est plus importante dans le champ de l'oblique inférieur droit. Je pense que la plupart des gens affaibliront l'oblique inférieur dans ce cas. Le schéma suivant est le suivant. Si nous avons
15 en primaire, moins de 15 en primaire, et une grande déviation dans tout le champ de l'adduction, j'affaiblirai toujours l'oblique inférieur. Il s'agit d'une procédure à un seul muscle. Qu'en est-il de ce schéma où la déviation est la plus grande dans le champ de l'oblique supérieur? Il s'agit d'un schéma classique pour le plissement du tendon de l'oblique supérieur, et je pense que le plissement de l'oblique supérieur droit est une chose très appropriée à faire dans cette situation. Cependant, je reconnais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas beaucoup de chirurgie du muscle oblique supérieur et qui ne sont pas à l'aise pour opérer l'oblique supérieur. Et je dirais que dans presque tous les cas, vous pouvez éviter de faire une plastie de l'oblique supérieur en reculant le muscle droit inférieur contralatéral, le droit inférieur gauche, ce qui aidera l'hyper, mais ne traitera pas vraiment la torsion. Vous pouvez donc simultanément transposer en direction nasale le droit inférieur droit d'environ 7 mm, c'est ce que je fais pour traiter la torsion. Et cela fonctionne très bien chez ces patients. La prochaine chose que je voudrais dire est peut-être une forme d'hérésie, et je m'attends à ce qu'un éclair me frappe chaque fois que je dis cela, mais la laxité du tendon ne joue aucun rôle dans ma décision de plicaturer ou non l'oblique supérieur. Dans mon esprit, dire qu'il faut plicaturer un oblique supérieur lâche et qu'il ne faut pas plicaturer un oblique supérieur sans laxité ou même tendu, c'est un peu comme dire que si vous avez une paralysie du droit latéral, vous devez réséquer ou plicaturer un muscle droit latéral flasque. Et s'il a une certaine tonicité, il faut éviter de le réséquer, alors que c'est exactement le contraire qui se produit. La laxité du tendon, et je l'atteste, la laxité du tendon m'aide à décider de l'ampleur de l'applicature si j'ai décidé de le faire. Un tendon lâche, un pli plus important, un tendon tendu, un repli plus petit. Mais elle ne m'informe pas sur la décision de faire ou de ne pas faire, de faire un pli ou non. Nous parlons donc maintenant d'une situation où la déviation primaire est supérieure aux 15 dioptries du prisme. C'est ma situation à deux muscles. Pour en revenir au premier scénario que j'ai montré, les déviations sont plus importantes dans le champ de l'oblique inférieur. Je vais affaiblir le muscle oblique inférieur et reculer le muscle droit inférieur contralatéral. Et si nécessaire, j'utiliserai une suture ajustable. Si la déviation est importante, tout le long du champ d'adduction vers le haut, le regard horizontal et le regard vers le bas, je ferai la même chose, affaiblir l'oblique inférieur et le muscle droit inférieur contralatéral. Et ce schéma où la déviation est importante tout le long du bas et de haut en bas dans le champ d'adduction. Encore une fois, la même procédure, oblique inférieur droit, droite inférieure gauche, récession réglable si possible. Cette approche relativement simple est assortie d'une mise en garde, et c'est si j'ai plus de 10 hyper dans le champ horizontal en abduction, en d'autres termes, c'est plus de 15 dans le primaire, et dans le regard horizontal droit, c'est plus de 10. C'est une preuve solide qu'il s'agit d'une contracture du droit supérieur droit ou d'une action excessive du droit supérieur. Parfois, il s'agit d'un muscle qui agit trop plutôt que d'un muscle contracté, ce dernier que l'on ne ressent pas vraiment lors des tests d'adduction forcée. Je ferai l'oblique inférieur avec une très petite récession du droit supérieur, si c'est le cas latéralement. Si vous faites une chirurgie généreuse dans ce contexte, si vous affaiblissez les deux élévateurs et que vous faites une récession de taille standard sur le droit supérieur, vous allez vraiment gêner le regard. C'est donc une situation dans laquelle je recule 2 mm à 2 mm et demi sur le muscle droit supérieur.
Comme je l'ai dit plus tôt, il y a manifestement un certain chevauchement entre ces sujets dans ce cours magistral. La DVD, l'évaluation et le traitement seront couverts séparément, de même que les maladies oculaires thyroïdiennes. Je ne m'étendrai d'ailleurs pas sur les maladies oculaires thyroïdiennes dans le cadre de ce cours. Nous avons donc parlé d'une approche globale du strabisme vertical. Nous avons parlé du diagnostic, de la façon dont l'anamnèse peut aider à déterminer s'il s'agit d'une DVD. Il faut voir la conférence sur la DVD pour savoir comment s'y prendre. Fixation de l'œil concerné. Pensez-y lorsqu'il y a une inégalité de vision. Le schéma aide au diagnostic. Et bien sûr, les erreurs dans le test en 3 étapes. Approche thérapeutique. Choisir les muscles qui correspondent au schéma. De la déviation, il faut relâcher les restrictions. Vous pouvez affaiblir les muscles couples et vous devez prendre en compte la torsion. Quelques signes que j'appelle doux. Si le modèle d'incomitance est plus important verticalement, en d'autres termes, il y a un plus grand changement dans la déviation du bas vers le haut que de droite à gauche. Il s'agit d'un problème de droit vertical ou d'une restriction verticale. En revanche, si l'incomitance horizontale est plus importante, la déviation est plus grande. Du regard gauche vers la droite, puis du haut vers le bas, il s'agit d'un problème oblique. Si la différence d'inclinaison de la tête est très importante, pensez à un problème oblique, ou peut-être une DVD. Si elle est faible, pensez à un problème de muscle droit ou à la plupart des autres causes. Aucun de ces signes n'est absolu. C'est la raison pour laquelle je les appelle signes doux, mais ils vous aideront à vous orienter dans la bonne direction. Voici une série de photographies l'enfant avec la plus grande inclinaison de la tête jamais vue due à une paralysie de l'oblique supérieur. Vous voyez sur l'image de gauche, elle est dans un regard décontracté et avec un effort visuel, et elle a presque penché sa tête à l'horizontale. Je n'en ai jamais vu de plus grande. Je tiens à vous remercier. Et comme je le dis souvent, mon souhait pour vous, c'est que toutes les routes que vous empruntez mènent à l'orthophorie. Je vous remercie à nouveau de votre attention. J'espère que vous avez trouvé cela utile pour comprendre l'évaluation et le traitement du strabisme vertical. Si vous l'avez trouvé utile, j'espère que vous suivrez toutes les autres conférences de cette série, le cours complet sur le strabisme parrainé par One World, One Vision. Les remerciements sont nombreux pour vous avoir apporté ce cours vidéo. Nous vous remercions d'avoir visionné le cours vidéo sur le strabisme. Nous espérons que vous l'avez trouvé stimulant et éducatif et que vous partagerez ces connaissances avec d'autres. À One World, One Vision, nous remercions chaleureusement les conférenciers qui ont partagé leurs années d'études pour rendre ce cours vidéo utile. Et bien sûr à Bert Kouchner pour avoir assumé la charge, heureuse nous l'espérons, du développement et de la modération. Nous remercions également le conseil d'administration pour ses conseils constants. Nous remercions nos donateurs pour leur soutien financier qui a rendu possible ce cours vidéo. Un énorme merci à l'équipe vidéo de Sweet Sadie pour les efforts extraordinaires qu'elle a déployés afin de rendre ce cours à la fois visuel et auditif extraordinaire. Et pour leurs conseils techniques aux conférenciers. Merci à Rachel, Tim, Eddie et Bill. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons, rendez-vous sur notre site web www.oneworldonvision.org. Enfin, vous avez